Bonsoir et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Il fait froid, il fait nuit, alors installez-vous confortablement, bien au chaud. Vous voilà en charmante compagnie, ce sont nos clubistes, journalistes, essayistes et dessinatrices qui vont s'emparer dans un instant de l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, le discours alarmiste du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, devant les maires de France réunis en congrès cette semaine. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Des insoumis au Rassemblement national, les oppositions ont dénoncé un discours va-t-en-guerre jugé indécent. Alors s'agit-il d'une mise en garde déplacée ou au contraire d'une alerte lucide au regard de l'état de la menace russe en Europe? On en débattra. Puis nous accueillerons notre invité de la semaine, un humoriste flemmard qui collectionne les ratés. En apparence, tout roule pour Thomas VDB. Le succès est au rendez-vous et pourtant, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ressemble plutôt à un enchaînement de petits fiascos dont il a fait un livre, Fiascorama, très drôle et pour une fois, c'est très réussi. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier. Ce soir, l'histoire de deux sœurs jumelles inséparables jusqu'à leur fin commune et choisie. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Merci. Bienvenue à vous. Et Valérie Brochard, bien sûr. Bonsoir. Comment vous oubliez? Non, Voilà. on ne peut pas, oui. j'imagine. On peut pas. Oui. J'ai compté les dodos depuis la semaine dernière. Je suis tellement content de vous retrouver. Bonsoir les amis, voici nos clubistes de ce soir. Julie Graziani. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Bienvenue Julie, vous êtes essayiste. Et vous venez de publier Les Escrocs, le blanchiment des idées sales. C'est aux éditions de L'Artilleur. Bienvenue à vous, à vos côtés, Nesrine Slaoui. Bonsoir Nesrine, bienvenue. Écrivaine et journaliste. Et puis Antoine Bueno. Bonsoir Antoine, Bonsoir, essayiste. Et je rappelle que vous êtes aussi conseiller technique développement durable et prospective au Sénat. Oui, c'est vrai. Bienvenue à vous. Et puis au pupitre, c'est notre amie Marie Morel. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue, toujours dessinatrice? Oui, toujours. Eh ben ça tombe bien, on compte sur vous. Bienvenue à vous Marie tout de suite. On va commencer avec la première actualité de la semaine, Valérie. C'est l'introuvable majorité parlementaire pour approuver le budget à l'Assemblée. Oui, Renaud, et le Premier ministre a pour la première fois évoqué la possibilité que la France n'ait pas de budget pour 2026 lors d'un échange avec des chefs d'entreprise au sommet Choose France lundi à Paris. Et Sébastien Lecornu a prévenu des risques encourus. Au moment où on se parle, le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget. Avec tout ce que ça peut vouloir dire sur la part d'incertitude politique, économique, financière que cela peut suggérer. Et j'ai pas besoin de vous faire de schéma sur qui paiera l'addition et la facture à la fin. Antoine Bueno, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'était engagé à laisser le Parlement décider. Rappelez-vous, il avait répété 7 fois dans son discours de politique générale, le Parlement décidera. Bon, là, c'est raté. Il ne peut pas, il ne sait pas décider, le Parlement? Ah ben non, c'est pas raté. Il le laisse effectivement décider. Ce qui est raté, c'est qu'effectivement, la décision n'est pas au rendez-vous. Mais il faut être très, très précis quand on écoute le Premier ministre, quand il dit « la France n'aura pas de budget ». Je crois comprendre qu'il veut dire que la France n'aura pas forcément de budget d'ici à la fin de l'année 2025. Absolument. En revanche, je n'imagine pas que, quels que soient les scénarios politiques à venir, il pense que nous n'aurons pas de budget 2026 dans le courant de l'année 2026, au début de l'année 2026. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, c'est-à-dire que je pense que quand il dit ça, il envisage la réédition du scénario de l'année dernière, c'est-à-dire cette année, avec une loi spéciale, on va sans doute en débattre, il refuse de recourir à l'ordonnance, aux ordonnances ou à l'ordonnance, c'est l'autre possibilité. Donc une loi spéciale qui interviendrait à la fin de cette année-là et un budget qui serait voté pour l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Julie Graziani, n'empêche que 7 semaines de débats parlementaires qui tourneront à l'arrivée, il n'y a pas de majorité qui apparaît. C'est quoi? C'est la preuve que la conversion de la France à la culture du compromis, au débat parlementaire, décidément, c'est un accouchement difficile. Mais c'est aussi qu'on s'était tellement concentré sur l'absence de censure et comment éviter la censure du gouvernement pour que la première étape soit respectée, c'est-à-dire celle d'un gouvernement existant qui puisse proposer un budget dont ensuite le Parlement discute, qu'on a sans doute tous collectivement perdu de vue, qu'une fois
ce budget proposé, il devait être voté, et attention, par 2 chambres, puisqu'on est en bicamérisme. Donc tout s'est concentré... C'est à l'Assemblée que se pose le problème, c'est là qu'il n'y a pas de majorité. Oui, mais de toute façon, on a déjà anticipé que le budget tel que sortant actuellement dans son état des diverses commissions allait de toute façon passer par le Sénat où il ne serait pas accepté, donc reviendrait. Et c'est ça qui distend le temps et qui nous fait dire que ça va sans doute déborder de la fin de l'année. Donc le problème, c'est qu'on a donné tellement d'importance au Parti socialiste pour éviter cette censure qu'on se retrouve maintenant avec des propositions du Parti socialiste dont on sait qu'elles ne passeront pas les étapes suivantes. Je ne suis pas sûre pour autant que ce soit si mauvais que ça pour la France que le budget de l'année précédente soit reconduit. Au moins, on connaît son périmètre et c'est sans doute moins angoissant pour les entreprises que les diverses hausses d'impôts qui partaient un petit peu dans tous les sens et qui étaient très inquiétantes pour l'économie. Mais justement, à propos de PS, Nesrine Saoui, est-ce que le PS n'est pas en train de regretter d'avoir renoncé au recours au 49.3 dans une situation comme celle-ci ? Ben si, évidemment, parce qu'on voit bien qu'ils ont tenté le compromis. On l'a vu sur la taxe Zuckman Light qui a tenté d'être votée, etc. Le PS a essayé de jouer en fait l'alliance de principe avec la Macronie, même sur la réforme de retraite, pour dire bon, nous on a compris qu'on ne pouvait pas changer radicalement les propositions politiques de la Macronie, mais on peut essayer de les faire tirer un peu plus vers la gauche. Bon, ça, de toute façon, c'est un échec. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que la structure politique française est de toute façon un antagonisme, c'est-à-dire que ce sont des visions politiques très différentes en matière de budget. D'un côté, une volonté de taxer les entreprises, les ultra-riches, et puis de l'autre, effectivement, une volonté de baisse d'impôts, ou en tout cas de ne pas taxer les plus riches. Pour l'instant, c'est plutôt la vision ou l'inspiration socialiste qui a fonctionné, la suspension de la réforme des retraites, les augmentations d'impôts. Vous dites que c'est un échec, mais pour l'instant, c'est plutôt un... Oui, mais ça ne va pas aboutir. Fondamentalement, le vote du budget ne va pas avoir lieu. On va sûrement se diriger vers une censure, vers peut-être la chute du gouvernement. Donc on voit bien que de toute façon, on est dans une espèce de jeu de dupes. C'est-à-dire qu'on pense gratter un petit peu par-ci, par-là des amendements et des symboles de victoire politique. Même le RN a joué le jeu des amendements. Mais fondamentalement, ça révèle aussi que nous ne sommes pas justement un dispositif politique parlementariste. Nous sommes un régime présidentiel. C'est-à-dire que c'est un régime bicéphale avec le Premier ministre et le Président de la République. Je sais qu'on compare souvent, par exemple, avec l'Allemagne, qui est pour le coup, qui a beaucoup plus cette culture. Ils n'ont pas de majorité, là. Personne n'a de majorité, c'est le problème. Mais qui a cette culture de la coalition, c'est-à-dire qu'ils sont capables dans leur... de se parler. Voilà, d'accord. Alors justement, pour faire évoluer les choses, Antoine Bueno, Amélie de Montchalin plaidait jeudi d'après-midi pour une révision de la procédure qu'elle juge là actuellement archaïque. Il faudrait plutôt traiter les choses par thématique. Est-ce que ça pourrait faire avancer le budget de l'année prochaine, par exemple ? La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Ah, c'est ça. Non, merci d'éclairer ma lanterne. Je vous en prie. Après, voilà, les ministres n'ont pas forcément une durée de vie au gouvernement très longue. Il faut changer aussi toute la méthode. Moi, je fais partie des gens qui pensent que notre Constitution, elle est datée et qu'on manque d'imagination, de créativité, d'innovation en termes constitutionnels. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on pourrait aller vers d'autres formes de démocratie. Nous sommes dans une démocratie représentative. Je pense que, ne serait-ce que pour la question environnementale, on pourrait injecter de la démocratie directe. Alors, vous prêchez un converti, mais en l'occurrence... Même un convaincu, d'ailleurs. Et même les deux, voilà, soyons vraiment larges. En l'occurrence, il ne peut pas y avoir de modification de la Constitution, là, à court terme. Ça ne peut pas régler les choses. Et on est dans une situation qui est parfaitement ironique, puisque pour ne pas vouloir utiliser le 49.3, on se retrouve face, ou le gouvernement, et même la France se retrouve face à un dilemme qui est pire, soit des ordonnances qui seraient bien plus antidémocratiques ou adémocratiques que le 49.3. Ont été écartées a priori par le Premier ministre. Écartées par le Premier ministre, mais imaginez si c'était adopté, les ordonnances, on y reviendra peut-être, et sinon, on aboutira peut-être début 2026 au 49.3. Si il y a une loi spéciale et qu'on doit ensuite adopter un budget début 2026, probablement que le 49.3 ressortira. On aura l'occasion d'en reparler, me semble-t-il. C'est vrai que ce débat parlementaire est assez long pour qu'on en rediscute. Un dessin de Marie Morel. Eh bien oui, on est de plus en plus à le chercher aussi, ce budget. Voilà. Ouais. Merci Marie. Valérie, c'est maintenant l'heure de votre duel de la semaine. Ce duel, il est médiatique, il oppose l'audiovisuel public au groupe de Vincent Bolloré. Absolument, Renaud. Et sur le ring, on trouve à gauche le service public de l'audiovisuel incarné par France Télévisions et Radio France. Et à droite, vous reconnaissez sans doute ceux que l'on surnomme les médias Bolloré, comme CNews, Europe 1 et le journal du dimanche. Une lutte acharnée entre ces deux-là qui dure depuis des mois, mais qui a connu la semaine dernière un nouvel épisode. L'audiovisuel public a décidé d'affronter son rival avec une arme judiciaire en saisissant le tribunal de commerce pour dénigrement. La plainte déposée s'appuie notamment sur ce type de déclaration. Vous ouvrez n'importe quelle station du service public, oui. Il y a un flot continu de propagande, wokisme, c'est devenu un service de propagande.
Bon, bah, c'en est trop pour l'audiovisuel public. Sa présidente ne supporte plus les éditos cinglants envoyés tels des flèches en direction de la Maison de la Radio ou des studios de France Télévisions. D'ailleurs, Delphine Ernotte avait décidé de riposter dès septembre dernier en saisissant l'Arcom pour dénoncer déjà une campagne de dénigrement. Et elle donnait des précisions chez nos confrères d'RTL. Écoutez, ça fait 4 ans. D'accord ? Ça fait 4 ans que CNews tape sur le service public, matin, midi et soir. Ça fait 4 ans qu'on met des journalistes du service public à l'affiche sur CNews. Moi, je suis là aujourd'hui pour défendre le travail de cette maison France Télévisions. Auditionnée par le régulateur de l'audiovisuel quelques jours plus tôt, elle semblait avoir cerné la stratégie globale de son adversaire. De point, ouvrez les guillemets, la galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public. Des accusations que réfute l'animateur vedette de CNews, Pascal Praud, assume la bataille culturelle entre son entité et celle du service public et se pose même en rempart contre le manque de pluralisme qu'il reproche à son adversaire. Alors, je précise que pourquoi nous parlons du service public ? Parce que c'est notre argent. Ceux qui écoutent le service public sont frappés, c'est un peu monochrome sur le plan politique, et puis il y a surtout des gens ou des voix qu'on n'entend jamais. Pascal Praud récuse la posture de l'audiovisuel public qui se définit comme libre et indépendant. Les médias Bolloré ont très largement commenté la discussion enregistrée à leur insu dans un café parisien entre les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand avec 2 cadres du Parti socialiste. Des images présentées comme une preuve de collusion entre la gauche et la Maison de la Radio. Une séquence plutôt interprétée comme une manœuvre de déstabilisation pour l'audiovisuel public. Julie Graziani, comment vous regardez cette bataille ? Est-ce que transformer l'altercation éditoriale en rivalité judiciaire, c'est la bonne méthode ? Non, je la regarde avec tristesse, parce qu'il ne faut pas oublier, au fond, que même une chaîne privée est chargée d'une mission de service public, puisqu'elle est chargée d'une mission d'information générale. Donc, ces 2 médias, même s'ils ont des prismes d'analyse, bien sûr, bien souvent diamétralement opposés, participent quand même tous les deux de l'information du pays, chacun avec leur biais. Mais je pense qu'on est de plus en plus conscient de ça, on est de plus en plus capable de lire les biais dans les organes de presse ou dans les émissions de télé. Je veux dire, le consommateur d'information n'est pas naïf et que nous savons faire la part des choses. Donc, il est fort dommage que ça vire à l'aigre sur le terrain judiciaire. Avant, ces conflits se réglaient par la loi de la presse. Ces dernières années, il y a une extension pénale d'une manière générale qui devient malsaine parce qu'elle stérilise le débat public. Et là, on est carrément sur une extension commerciale puisque la procédure qui a été adoptée, c'est vraiment une procédure commerciale. Au tribunal de commerce, absolument. Donc ça envoie aussi aux auditeurs un message de financiarisation de ces controverses intellectuelles. Et ça crispe beaucoup le débat. S'agissant en tout cas de France TV, il est faux de dire qu'il n'y a pas de pluralisme. Oui, il y a des biais, oui, il y a une sensibilité, mais il y a du pluralisme. J'y suis régulièrement invitée. S'il n'y avait pas de pluralisme, je ne serais pas invitée, soyons clairs. Et de surcroît, ils prennent soin, il faut le dire aussi, d'indiquer la couleur ou la sensibilité des interlocuteurs quand on s'exprime, pour que l'auditeur soit avisé. Je ne veux pas vous censurer, bien sûr, mais il faut faire tourner la parole. Antoine, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une dimension commerciale, justement, au-delà du différent idéologique ou culturel ? D'abord, il y a cette loi qui condamne le dénigrement, et c'est en vertu de ce dénigrement, en tout cas, que le service public attaque. Et puis, il y a aussi derrière un autre débat, on entend Pascal Praud, on l'a entendu dire c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du contribuable, et on sait qu'il y a aussi des forces politiques qui veulent privatiser le service public. En l'occurrence, c'est dans le projet du Rassemblement national en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension-là ? Moi, je crois que de la part du service public, c'est une question de stratégie. Vous avez 2 stratégies possibles. Il y a une des 2 stratégies qui a été choisie par les présidentes représentantes des 2 vaisseaux amirals du service public. C'est cette stratégie d'affrontement. On pourrait considérer, c'est pour ça que je serais assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, que la meilleure stratégie, ce n'est pas l'affrontement, mais c'est de laisser couler. Et de ne pas donner prise, de ne pas participer de cette escalade. Alors, je peux me tromper, mais voilà, moi je vois vraiment un choix stratégique et il me semble qu'une meilleure stratégie, en se plaçant du point de vue du service public, ça serait peut-être plutôt de justement pas rentrer dans cette surenchère, mais bon. Un dessin de Marie Morel. Eh bien, oui, il y a une guerre culturelle pleine de rebondissements avec France Info qui recrute aussi des anciens de CNews. Il ne faut pas leur dire, mais on vient les grands remplacer. Il faut préciser que ce sont aussi des anciens excellents clubistes de 28 minutes. Ce sont nos amis Paul Melun et Nathan Dever. Merci
Marie Morel, c'est maintenant l'heure de la une internationale. Hier, à la une du quotidien saoudien Okaz, Trump remercie le prince héritier et qualifie son leadership de sage. Fini le temps où Joe Biden boudait le prince saoudien Mohammed Ben Salman après l'assassinat à Istanbul en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Donald Trump, lui, sait recevoir. Il a déroulé le tapis rouge à son hôte à la Maison-Blanche. Il a réhabilité de façon spectaculaire en jetant le doute sur l'intégrité de Khashoggi. Alors, business is business. Est-ce que cette lune de miel commerciale, Nesrine Slaoui, entre ces deux hommes, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la région ? Mais elle casse surtout une forme d'échec, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des accords qui ont été signés entre les deux dirigeants, mais il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le fait que le prince saoudien n'a pas voulu signer les accords d'Abraham. Et c'était tout l'enjeu aussi pour Donald Trump, c'est de dire, moi j'ai envie d'être le fameux prix Nobel de la paix, de l'homme qui a apaisé le Proche et le Moyen-Orient, surtout depuis le 7 octobre et le génocide qui s'ensuit à Gaza. Et donc là, on voit bien que le fait de se montrer comme ça en leader du Moyen-Orient cache le fait que, justement, le prince saoudien n'a pas voulu signer les accords d'Abraham et qui dit « Moi, je ne rentrerai pas dans la solution proposée par Donald Trump parce que je veux la reconnaissance d'un État palestinien à côté de l'État israélien et donc de la solution à deux États », qui, justement, fragilise Donald Trump dans sa politique et dans sa politique diplomatique au Proche-Orient. Julie Graziani, en désignant l'Arabie saoudite comme allié majeur non-OTAN, quel message Washington adresse-t-il à ses alliés traditionnels ? Oui, alors, je dois d'abord apporter la contradiction sur l'emploi du terme génocide. Vous savez que c'est controversé. Sur le message qui est envoyé, c'est clairement que l'Arabie saoudite est un élément de stabilisation de la politique américaine au Moyen-Orient. Ça l'a toujours été. L'Amérique a constitué des bases américaines sur place. Donc ça a toujours été un point névralgique. Et l'équilibre économique fait partie de l'équilibre diplomatique dans la logique de Donald Trump. Donc assez d'accord en revanche. Aussi, puisqu'il y a la vente d'avions, il y a l'arme l'Arabie saoudite. Dans les deux sens, c'est des investissements avec des contreparties. Et assez d'accord pour dire que le but recherché sans doute est d'aller obtenir la signature de l'Arabie saoudite pour leur participation aux accords d'Abraham. Oui. Antoine Bueno, c'est quoi ? C'est la diplomatie économique, c'est ça, avant la diplomatie géopolitique, peut-être ? Est-ce que ça peut aboutir à la paix, quand même, dans la région ? De manière paradoxale, peut-être. On est vraiment dans la réelle politique la plus cynique, la plus mercantile. Les accords d'Abraham, c'est fondamental et c'est la raison géopolitique majeure. On ne va pas mettre sous le tapis non plus les intérêts presque privés et personnels qui se cachent aussi derrière tout ça, puisque... Donc Donald Trump peut commencer à rêver au prix Nobel de la paix l'année prochaine, alors ça m'étonnerait fort, à moins que les Suédois soient devenus complètement fous dans l'intervalle. Mais bon, on ne sait jamais dans un monde qui tourne moyennement rond. Alors, en l'occurrence, on est vraiment dans des deals de gros sous, qui sont des gros sous à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour la Trump Organization. Il y a des deals qui sont, de manière presque tout à fait officielle, passés dans le cadre de ces négociations. Mais il y a d'ailleurs un autre dossier visiblement qui rapproche les deux hommes, n'est-ce pas, Marie Morel ? Et oui, Trump cherche conseil auprès de MBS. Il paraît que vous avez une certaine expertise avec les journalistes. Ça vous parle, l'affaire Epstein ? Merci Marie. Valérie, une autre actualité de la semaine, c'est le discours, disons, remarqué du chef d'état-major des armées devant les maires de France. Oui, au congrès des maires, cette année, l'accent a été mis sur la liberté d'action des communes. Alors, on a parlé finances locales, autonomie des collectivités. Et un sujet qu'on attendait un petit peu moins, la guerre, invité à s'exprimer lors de la séance d'ouverture pour évoquer le contexte géopolitique. Eh bien, le chef d'état-major des armées a enjoint les maires de France à sensibiliser, voire préparer les populations aux enjeux de défense, notamment face à la Russie. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque. Julie Graziani, je crois savoir que vous avez des enfants. Vous êtes d'accord, vous, pour accepter de les perdre ? Aucun parent ne l'est. Mais ce n'était pas ça le sens du propos. Aujourd'hui en France, il y a déjà des familles endeuillées. Ce sont les familles de policiers, de militaires, de gendarmes. Elles acceptent déjà qu'un père, un mari, un frère, un enfant verse son sang pour la France, pour la protection de nos concitoyens ou même pour la protection d'autres étrangers dans les théâtres d'opérations extérieures. Et on se réjouit tous, c'est l'honneur et la gloire de la France de le faire. Donc ce qu'a voulu rappeler le général, je pense, c'est simplement des vérités amères, que c'est l'ennemi qui nous désigne, que si on ne se défend pas en étant prêt à payer de sa personne,
personnes, il y a des enfants qui mourront et que le chaos peut frapper à nos portes à tout moment. Je veux dire, les Ukrainiens, avant que la guerre se déclenche, ils prenaient tranquillement des verres à la terrasse de Kiev, comme nous tous. Et on sait bien que le sol peut se dérober sous nos pieds à tout moment. C'est un peu ce qu'on appelle l'aguerrissement dans les stratégies militaires, avoir conscience que ça peut arriver. Nesrine Slaoui, est-ce que justement, là, ce discours, il est alarmiste ou au contraire, il est lucide? Parce qu'il y a la question du fond et de la forme aussi. Il y a la menace russe aujourd'hui. Il est à la fois alarmiste et à la fois déplacé, mais effectivement, la menace russe, il ne faut pas la sous-estimer. Elle est là, elle est réelle, et on sait que Poutine vise à détruire, ou en tout cas à s'attaquer politiquement, pas forcément physiquement, à l'OTAN. Alors pourquoi c'est déplacé de le dire? C'est déplacé parce que ce n'est pas déjà son rôle, c'est-à-dire que là, c'est une militarisation du débat public, ce n'est pas à lui de dire ça, c'est limite au président de la République de porter une clarification sur les propos qui viennent d'être tenus, ou au ministre de la Défense, mais ce n'est pas un rôle d'un chef des armées de s'adresser ainsi au maire de France. C'est aussi le contexte politique dans lequel il s'adresse. Il s'adresse au maire de France, ce n'est pas son rôle. Donc, à minima, une clarification des vraies autorités politiques, c'est vraiment... En l'occurrence, la ministre des Armées, il faut le rappeler, Catherine Vautrin a approuvé ces propos. Elle a dit qu'il était dans son rôle. C'est ça. Oui, mais c'est aussi la manière dont le président Emmanuel Macron se dédouane. C'est-à-dire que c'est lui, en réalité, aussi le chef d'État. Donc, c'est lui qui doit prendre position là-dessus, expliquer d'où vient ce propos. Et je vais terminer là-dessus. Je pense que ça vient aussi soutenir le discours du réarmement français. C'est-à-dire de dire qu'il va falloir s'attendre à ce qu'une partie du budget national aille davantage vers la défense, vers justement les moyens militaires. D'ailleurs, quand on parle du budget, c'est le seul ministère qui est en hausse. Ça, c'est à cause de la menace russe. Oui, voilà, de 13%. Donc on voit bien aussi qu'il y a une volonté de faire accepter aux Français une notion de sacrifice de leurs enfants, ce qui est terrible, c'est vraiment terrible. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai pas d'enfants, mais je trouve que c'est terrible de dire aux Français de sacrifier ses enfants. Sauf qu'en l'occurrence, il ne parle pas d'appeler, ce sont des soldats qui sont des enfants de la nation. Ce sont des enfants de la nation. Mais le contexte politique... Il a édicté un ordre de mobilisation générale où il a voulu rétablir la conscription, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais ce n'est pas son rôle d'appeler au sacrifice à la fois, on a bien compris, financier et ceux d'enfants de la patrie. On entend ce que vous dites, et pour autant, Antoine Bueno, est-ce que ce n'est pas le mieux placé, le chef d'état-major des armées, pour parler et pour dire cette vérité? Alors, je suis partagé parce que notre armée, c'est extrêmement précieux. Et sa parole, elle est souvent pesée et il faut l'entendre. Est-ce que précisément, et dans ce contexte-là, et donc je vais tenter une synthèse bien centriste, il me semble qu'il y a un très classique hiatus entre la forme et le fond. Est-ce que... Pas mal, hein, Renaud, il approuve. D'un point de vue formel... Mais c'est pas grave. C'est quand même se poser en synthèse de deux femmes qui viennent de prendre la parole et d'être acquiescées, c'est quand même une forme de mansplaining. Mais c'est pas grave, continuez. Non, c'est la manière dont vous avez présenté les choses. Moi, j'aime bien qu'on me synthétise, qu'on me relance. Non, mais j'ai pas perçu ça dans votre présentation, mais allez-y, soyez humble. Allez-y, Antoine. Du point de vue de la forme, c'est critiquable. Est-ce que c'était au chef d'état-major des armées de dire ça comme ça? J'en suis pas convaincu. Et je suis d'accord avec vous, madame, monsieur. C'est à plus de l'ordre, ça relève du politique. Et puis, devant les maires de France, etc. C'est déplacé. C'est en sens que vous voulez dire que c'est déplacé, comme dit Nesrine Slaoui. Mais sur le fond, ce qui est choquant, c'est que ça nous choque. Ça nous choque parce que ces propos nous rappellent une autre époque. Ils sont anachroniques et nous n'arrivons pas à admettre que nous vivons. Les temps ont changé, vous voulez dire. Les temps ont changé. Ce qui est anachronique, en fait, c'est cette agression de la Russie contre l'Ukraine. On vit quelque chose de nouveau qu'on ne pensait pas revivre, et donc c'est logique qu'on réentende ces choses-là, et donc fatalement, oui, les enfants dont parlait le chef d'état-major, ce sont les soldats qui peuvent être mobilisés, payer le prix de leur vie dans un cas de conflit chaud. Merci Antoine. Un dessin de Marie Morel. Cette histoire en fait réfléchir plus d'un, notamment cette dame de la Manif pour tous. S'il faut envoyer un enfant à la guerre, finalement, je suis pour les couples homo avec un enfant. Merci Marie. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Ce soir, c'est un réseau qui nous fait le coup de la panne. Oui, mardi, la moitié, une bonne partie d'Internet s'est retrouvée HS pendant plusieurs heures. Des millions de sites web ont été paralysés simultanément. ChatGPT, X, ex-Twitter, mais aussi Spotify, Uber, SNCF Connect, des médias comme Politico, mais aussi Doctissimo, Marmiton, le jeu League of Legends, l'application de rencontre Grindr et même des portails de visa électroniques. On a vu s'afficher ce même message d'erreur. Le responsable, c'est Cloudflare. C'est probablement la plus grande entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler avant mardi. Ce géant américain fournit des services de protection et d'infrastructure pour les plateformes web. Elle sert de protection à environ
20% des sites internet à travers le monde. Et comble de l'ironie, le site Dawn Detector, précisément conçu pour signaler les pannes, était lui-même en panne. Alors près de 20% du web paralysé, dans l'imaginaire collectif, ça a évoqué ça. Voilà, le blackout. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont fusé. Le plus gros problème, quand Cloudflare déconne, c'est qu'on ne peut pas se plaindre sur Twitter. En revanche, Blue Sky, la plateforme concurrente de X, elle, n'a pas bugué et a savouré son moment. Alors c'est le blocage de, comment ça s'appelle, ChatGPT, c'est ça, qui a été le plus remarqué? Bah oui, et ça révèle déjà notre grande addiction à cet outil. Un chômage technique pour certaines équipes, pour certains étudiants, la panique. Oh là, bah oui, ils vont devoir travailler. Ah, aïe, aïe, aïe. Il y a une blague qui circulait en ligne. Quand ChatGPT tombe en panne, tu vas devoir réfléchir par toi-même. Alors pour d'autres qui l'ont vécu avec philosophie, Cloudflare en panne, toucher l'herbe, regarder les nuages. C'est une toute petite panne, elle a duré quoi, que 6 heures à peine? 6 heures, mais les internautes n'étaient pas en panne d'inspiration. Pour l'origine de la tuile, ils avaient leurs hypothèses. Alors, voilà pourquoi Cloudflare est hors service. Alors, pendant ce temps, au siège social de Cloudflare, et pour d'autres, ce n'était pas une cyberattaque, mais une Kitty-attaque. Voilà, bon, en réalité, il ne s'agit pas d'une activité malveillante de hackers, ni de chats, ni même d'une négligence humaine. La firme s'est expliquée avec un long message qui détaille l'origine de la panne. L'incident a été causé par un problème de taille de fichier clé, ce qui a provoqué un crash du système logiciel. Dan Knesh, l'un des responsables, s'est excusé pour les désagréments dans un très long tweet également. Mais voilà, le mal est fait. La panne met en relief la dépendance du trafic mondial à quelques géants de la tech. Une architecture du numérique qui est dénoncée d'ailleurs dans ce dessin. C'est l'effet château de cartes, l'effet domino qui avait déjà été pointé du doigt lors de la panne d'Amazon Web Services qui a déjà eu lieu il y a un mois. Alors ce tweetos alerte, soyons honnêtes, si un simple bug met autant de services au tapis, imaginez un vrai souci, ça pourrait piquer sévère. Alors Nesrine Slaoui, ça pose un problème en effet de souveraineté numérique. Alors que faire pour échapper à cette centralisation excessive du web ? Mais déjà, législativement parlant, on peut faire des choses. Il y a très peu de choses qui ont été faites depuis l'émergence des réseaux sociaux, alors que c'est déjà un conflit géopolitique, puisque en tant que Français, en tant qu'Européens, on est coincé entre l'Amérique et la Chine de l'autre côté, avec des réglementations qui sont très différentes. Et donc, effectivement, ça pose la question de nous, même en tant que citoyens français et européens, qu'est-ce que l'on fait pour pousser nos décideurs politiques à prendre des décisions? On sait qu'il y a des décisions qui ont été prises par la Commission européenne, mais c'est loin d'être suffisamment efficace. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on s'y attende collectivement à baisser notre consommation des réseaux sociaux et à même la réduire drastiquement parce que en termes d'énergie, c'est extrêmement coûteux pour la planète. Et puis surtout, on voit bien les dégâts cognitivement parlant de ChatGPT. Enfin, cette addiction, elle dit quelque chose aussi de nous en tant qu'êtres humains. C'est un vœu estimable, louable, mais est-ce que c'est possible qu'on fasse preuve de cette vertu collective et on se déconnecte? Non, c'est évidemment pas du tout possible. C'est totalement illusoire, voire utopique. Pardon, sans rien. Voilà. Non, mais ça a baissé. L'usage des réseaux sociaux a baissé de 20% dans la jeune génération ces dernières années. Donc il y a aussi une forme de réveil. Le problème est beaucoup plus profond parce que c'est lié à la numérisation du monde qui crée d'énormes fragilités. On le voit avec les questions de cybersécurité. Et donc, il faut être conscient de cette fragilisation systémique du monde parce que ce n'est pas anecdotique. Demain, quand les systèmes de santé seront intégralement numériques et dépendront de banques de données et de réseaux, effectivement, comme dit le tweetos, ça va piquer, mais le terme est faible. Regardez, en tout cas, votre proposition, Nesrine Slaoui, a inspiré Marie Morel. Et l'espace d'un instant, en fait, certains d'entre nous ont retrouvé notre adolescence. Voilà. Panne mondiale d'Internet, au secours, on a failli revivre une vie paisible. Merci Marie. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité de la semaine, le comédien Thomas VDB, ancien journaliste rock reconverti dans l'humour. Il enchaîne les spectacles à succès. Bonsoir, bienvenue. Alors, bonjour, bienvenue à vous. À première vue, tout va bien? Tout va très bien. Et pourtant, votre réussite cache une série de petits ratages, de petits fiascos. Vous racontez tout ça dans ce livre, en forme d'autobiographie. Ça s'appelle, et c'est judicieux, Fiascorama. Ça paraît aux excellentes éditions Buchet-Chastel. Vous dévoilez en quelque sorte, c'est d'abord très très drôle, et puis c'est aussi, Thomas VDB, un véritable exercice d'humilité. D'ailleurs, j'ai regardé dans le dictionnaire, l'une des définitions les plus précises du mot fiasco, c'est défaillance sexuelle
chez l'homme. Et ça, c'est précisément au cœur de votre ouvrage. J'aurais dû peut-être regarder le dictionnaire avant d'écrire le titre. En tout cas, d'écrire le titre. Non, je précise que vous n'en parlez pas. Vous tournez autour du sujet, mais vous n'en parlez pas. Ça, normalement, non. D'où vous est venue cette idée de raconter vos fiascos, que vous appelez vos fiascos, justement? D'un fiasco, d'ailleurs? L'idée, c'est venu du fait que j'ai que 48 ans, mais voilà, ça fait pas mal d'années que je fais ce métier de comédien, de vouloir faire rire les gens et tout. Et ce parcours, il est jalonné d'anecdotes que je me suis vu depuis des années raconter à des potes en disant « mais tu ne sais pas ce truc qui m'est arrivé ». Et donc, c'est souvent des trucs abracadabrants, des erreurs de jugement, des malentendus, des mensonges, des trucs de flemme. Et tout ça conduit beaucoup d'accidents. Tout ça fait beaucoup d'histoires racontées à des potes qui, au bout d'un moment, je me dis, ces anecdotes, elles sont assez drôles pour justifier de partager. Alors justement, parmi les histoires, vous avez failli, presque, tourner avec Steven Spielberg. Mais là, encore fiasco, c'est ça? Alors, comme les gens ont pu le constater, je n'ai pas tourné avec Steven Spielberg. Mais la vie est longue, vous n'avez que 48 ans. Non, mais le fait est que quand j'étais adolescent à Chinon et que je faisais du théâtre, j'ai une copine qui était guide en anglais au château de Chinon, et un jour il y a quelqu'un qui vient et qui prétend travailler en tant que repéreur, de fixeur, donc qui est là pour faire des repérages de lieux de tournage et tout, pour Spielberg. Et de là, il embobine tous les gens du château de Chinon, toute la mairie de Chinon, tout le conseil régional. Donc en fait, le gars se fait inviter au resto à manger des gésiers, des plateaux d'huîtres et tout, en disant non, mais voilà, Spielberg veut faire un film sur Secret des Templiers, et je rencontre ce gars-là qui me dit non, mais Spielberg, il peut être intéressé par son profil pour un petit rôle et tout. Donc moi là, mais genre c'est Hiroshima dans ma tête, quoi. Je me dis mais ça y est, c'est fini le lycée, ciao le lycée. Et après Harrison Ford, non. Et donc faut savoir qu'il y a 2 ans, il y a eu un article dans Le Monde sur cet escroc qui s'appelle Alan McGregor, qui en fait son vrai nom c'est Alain Jollois. C'est un gars qui a menti à plein d'endroits en France à plein de gens, notamment qui a fait croire à la ville de Périgueux que Julia Roberts allait venir tourner. Et il n'allait pas plus venir tourner que Spielberg. Alors parmi les fiascos que vous avez évité de peu, vous avez failli vous fâcher à mort avec Nicolas Sirkis d'Indochine, à cause d'une histoire de disque d'or. Racontez-nous en 2 mots. Disons qu'il y a longtemps, je travaillais dans la musique, et avant de quitter le milieu de la musique, j'ai une copine qui me dit viens à la remise du disque d'or d'Indochine, j'y vais. Et puis là, la boss de Sony, elle dit tout le monde ici aura bientôt son disque d'or. Et donc 6 mois plus tard, je suis chez moi en train de boire des cafés, et puis là, ça sonne, et c'est un coursier qui m'amène un disque d'or d'Indochine. J'avais complètement oublié que j'avais un disque d'or d'Indochine. Qu'est-ce que vous en faites de ce disque d'or? Et très peu de temps après, comme je dois déménager, faire de la place, je dis je vais le mettre en vente sur eBay. Et en fait, je le mets en vente à 1 euro, mais il se vend beaucoup plus cher que ça. 805 euros. 805 euros, c'est bien d'avoir lu le livre, merci. Et donc je vois qu'en fait, et des années plus tard, je suis dans le bureau d'un pote qui a travaillé avec Indochine, et je vois qu'au-dessus de lui, il y a le disque d'or d'Indochine. Je dis à mon pote, si un jour tu as besoin de cash, tu le mets sur eBay, tu vas arranger ta fin de mois, je peux te dire. Et là, mon pote, il me fait, attends, c'est toi qui as vendu le disque d'or d'Indochine? Il dit, mais tu n'es pas au courant de l'histoire que ça fait? Je dis, non. Il dit, mais Nicolas Sirkis s'est plaint à la maison de disques, qui c'est le gars qui vend les disques d'or? Je dis, non, mais non. Et donc voilà, donc c'est beaucoup de trucs où j'ai cette gueule-là. C'est formidable, Natacha. À propos de disques, dans l'histoire du rock, il y a des disques qui ont fait des flops et qu'il faut réhabiliter, à vos yeux? Des vrais fiascos. Il y en a beaucoup. Un disque qui pour moi est un monument. Voilà, c'est le 2e album de Weezer, qui d'ailleurs faisait l'objet de... Voilà, c'est ce disque qu'on voit là, qui faisait l'objet de beaucoup de chapitres de mon premier livre, parce que j'étais obsessionnel de ce groupe et de ce disque en particulier. C'est leur 2e album, ils venaient d'avoir un succès international avec leur premier album, et au moment de faire le 2e, le chanteur, il se laisse pousser la barbe, il veut passer incognito, il s'inscrit à la fac, et il écrit cet album dans l'anonymat finalement le plus total. L'album fait un four. Il se fait jeter aux sorties partout dans les médias, et des années plus tard, il est considéré aujourd'hui comme le meilleur album du groupe. Une question d'Antoine. Oui, Thomas, on se connaît. En plus, la connivence. On va faire semblant. C'était donc vous voyez. Je me demandais si, en fait, le fiasco, c'était pas même un passage obligé de tout parcours artistique, même peut-être généralement public. Alors, je pense que ce qui est le passage obligatoire, c'est d'être capable d'en tirer les leçons, d'être capable de pas s'en accabler à vie, parce que sinon, ça prostre et on ne fait plus rien. Moi, en fait, la leçon que je tire pour moi de regarder tous les échecs que je raconte dans ce livre, c'est de me dire, mais finalement, c'est tout à fait possible d'avoir envie de continuer en dépit de tous les gadins qu'on s'est pris. Merci Thomas VDB. Alors, une foultitude de fiascos. Il y a aussi peut-être demain une réussite formidable, un succès formidable, parce que vous êtes quand même parent
avec quelqu'un qui sera un responsable politique, qui sera peut-être président de la République dans moins de 2 ans. Ouais, alors ça, peut-être, ce sera la couverture Voilà, du tome voilà. 3. Vous êtes cousin je germain suis cousin pas si éloigné de Laurent Wauquiez, Alors bon, que toutefois je n'ai jamais rencontré. Ouais, Et mais qui, je crois, on va qu'il a organiser finalement- la rencontre. Il a N'ayez plus pas envie crainte. que ça arrive, cette rencontre. Merci Thomas VDB en tout cas d'être Merci à vous. venu partager ce fiasco-rama chez Bûcher-Chastel avec ici sur le plateau de 28 minutes. Merci à vous. Merci, évidemment, bonne réussite. Un dessin de notre amie Marie Morel. Oui, je crois que j'ai pas trop bien suivi. Les 20 ans d'échecs monumentaux, c'est un livre sur les COP. Merci Marie, merci Thomas VDB. Nous allons maintenant accueillir notre ami Frédéric Pommier qui va vous succéder dans un instant pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Ce soir, vous allez nous raconter l'histoire de 2 sœurs que rien, mais vraiment rien, n'aura jamais séparées. 2 chanteuses et danseuses allemandes, les sœurs Hélène et Alice Kessler, des sœurs jumelles, nées dans la Saxe en 1936 et qui se sont lancées toutes jeunes dans la voie artistique. Elles commencent par la danse classique, intégrant à l'âge de 10 ans le corps de ballet pour enfants de Leipzig, puis au début des années 50, avec leurs parents, elles fuient la RDA pour s'installer à l'Ouest. Hélène et Alice se produisent alors au théâtre de variété de Düsseldorf, où elles sont repérées par le directeur du Lido qui décide de les engager. Les voilà donc meneuses de revue à Paris, à la suite de quoi elles représentent l'Allemagne au concours de l'Eurovision. On est en 1959. Elles terminent à la 8e place. C'est la première fois que des jumelles participaient au concours. La première fois aussi qu'une chanson était accompagnée d'une chorégraphie. Mais bon, ça s'imposait. Leur morceau s'appelait « Ce soir, on veut aller danser ». Et ce fut pour elles le coup d'envoi d'une carrière internationale, coup d'envoi de cette carrière pour ces inséparables que certains surnommaient les plus belles jumelles du monde, dotées d'un sourire à tomber. On les a vues fouler les scènes des plus grands music-halls et devenir les vedettes glamour des shows télé des années 1960 et 1970, notamment ceux de Sacha Distel en France, ou encore ceux de la RAI en Italie, où Hélène et Alice ont vécu plus de 20 ans, époque où elles ont également joué dans des pièces, des films, des comédies musicales aux États-Unis. On a pu les voir aux côtés de Fred Astaire, de Burt Lancaster, Elvis Presley, Frank Sinatra à l'âge de 38 ans. Elles se sont même affichées à la une de Playboy, faisant exploser les ventes du magazine pendant des décennies. Hélène et Alice ont donc enchaîné les contrats, les succès, les romances. Alice fut un temps la compagne de Marcel Amont, mais aucune des deux n'a souhaité se marier. Décision prise au regard des violences conjugales subies par leur mère, qu'elles adoraient. Et puis elles ont pris ensemble une autre décision, celle de garder la maîtrise de leur existence jusqu'au bout et de quitter ce monde, toutes les deux, le même jour. Elles s'en sont expliquées à plusieurs reprises dans la presse. Il serait impossible de voir l'une de nous sur une chaise roulante ou dans un état de démence ou de coma végétatif. Alors nous avons fait un pacte. Si cela devait arriver, l'autre ferait en sorte de débrancher la malade, puis de se donner la mort. Parce que pour Alice, vivre sans Hélène n'aurait eu aucun sens et que pour Hélène, vivre sans Alice n'était pas envisageable. Et ce pacte, elles l'ont respecté avec le soutien d'une association d'aide à mourir dans la dignité lundi dernier. Dans leur villa située près de Munich, elles ont eu recours au suicide assisté. En Allemagne, c'est légal. Et les 2 sœurs avaient préparé les choses de longue date dans leur testament. Elles ont indiqué qu'elles léguaient leur patrimoine à des organisations caritatives, précisant par ailleurs qu'elles souhaitaient être incinérées et que leurs cendres soient placées dans la même urne que les cendres de leur mère et celles de leurs chiens. Ça fait beaucoup de monde. Hélène et Alice n'avaient plus envie de vivre et elles se sont elles-mêmes administré les produits létaux en présence d'un médecin et d'un avocat, lesquels ont ensuite prévenu la police. C'est la procédure. Et leur décès, mûrement réfléchi, a suscité l'émotion d'une bonne partie de la presse européenne. Elles avaient 89 ans. Et pendant 89 ans, de leur premier à leur dernier souffle, les sœurs Kessler auront donc quasiment tout partagé, quasiment tout fait ensemble. Elles ont grandi ensemble, elles ont dansé ensemble, elles ont chanté ensemble, elles ont vieilli ensemble. Et c'est ensemble qu'elles ont choisi de quitter la scène. Merci, quelle belle histoire Frédéric. Merci à vous.
Un dessin de Marie Morel. Oui, cette histoire m'a pas mal touchée, donc j'ai fait un dessin un peu léger. C'est un médecin qui déclare « On peut dire que sur ce sujet, l'Allemagne est 2 fois plus ouverte que la France ». Merci Marie. On va enchaîner avec des photos que vous avez choisies les uns et les autres pour illustrer d'autres sujets d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Antoine Bueno. Ce sont donc des emplois menacés, même supprimés. Ah oui, non, bien plus que menacé. Oui, supprimé. C'est la société Novasco, qui s'appelait Asco Metal avant, qui a été placée, qui a été mise en liquidation judiciaire. Ouais. Et donc, comme vous le disiez, c'est beaucoup d'emplois qui vont être perdus, de l'ordre de 500 à 600. C'est un énorme gâchis. C'est le mot qui revient le plus. Je ne sais pas si on le voit sur la photo ici, en bas. Si on voit gâchis en bas à gauche. C'est un gâchis social, c'est un gâchis humain, c'est un gâchis d'argent public. Oui, beaucoup de subventions d'argent public. Et je voulais surtout insister sur le fait que c'est aussi un gâchis écologique et faire le lien avec la COP30, parce que c'était une entreprise qui devait être exemplaire en faisant des rails verts avec de l'acier électrique, et on ne réussira cette transition qu'en réindustrialisant, et là, on n'en prend pas le chemin. Merci Antoine. Julie, on va passer à votre photo. Votre photo nous emmène, Julie, au Nigeria, où des jeunes filles ont de nouveau été enlevées par des groupes islamistes. Oui, un nouvel enlèvement, c'est la crise des enlèvements au Nigeria, et c'est assez chronique. Depuis une dizaine d'années, c'est plus de 1680 enfants, écolières, jeunes filles en particulier, qui ont été enlevés. On se souvient du rapt qui avait été fait en 2014 par Boko Haram, 274 enlevés, une centaine manquent encore à l'appel aujourd'hui. Ça s'inscrit hélas dans une tradition immémoriale de rapt du corps des femmes à des fins militaires, à des fins d'intimidation et de semer la terreur. Et on n'en voit pas le bout, malheureusement, dans cette région. Merci à vous, Julie. Et on passe à votre photo, Nesrin Slaoui. Il s'agit de 2 héros en lutte contre le narcotrafic, le narcobanditisme. Amin Kessassi, qui a été de nouveau endeuillé avec l'assassinat de son petit frère Mehdi, et puis Roberto Saviano. Oui, à juste titre, c'est un assassinat, celui du frère de Amin, donc Mehdi, qui a beaucoup touché cette semaine, à juste titre, parce que ça révèle aussi l'ampleur du narcotrafic. Il a écrit une tribune dans Le Monde, et je voulais juste lire quelques phrases, parce que c'est important, je pense, de relayer sa parole. « Non, je ne me tairai pas, je dirai et répéterai que mon frère est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic, je dirai les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés. » Il a reçu le soutien de Roberto Saviano, qui fait le tour des plateaux télé et des médias récemment, pour justement témoigner de ce risque-là. Et tous les deux vivent aujourd'hui sous protection policière. Ils ont très peur pour leur vie, et pour les protéger, en tant que journaliste, on a un devoir de rappeler leur lutte et de les soutenir aussi face à ces menaces. Et la première façon de le faire, d'ailleurs, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a une marche blanche organisée demain à Marseille, précisément, qui démarre du rond-point où a été assassiné Mehdi Kessassi, le petit frère d'Amin Kessassi. Merci Nesrin Slaoui. Un dessin de Marie Morel. On a enfin la vraie raison de la fermeture de Novasco. Plus besoin d'acier français, j'en ai trouvé sur Shine. Merci. Marie, c'est maintenant l'heure de retrouver les théories d'Aurore Vincenti. Toujours soucieuse de notre bien-être, elle nous délivre ses bons conseils pour vivre vieux en pratiquant une activité physique, enfin en théorie. En théorie, quand on a une activité physique, on vit plus longtemps. En 2024, à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'activité physique a été promue grande cause nationale. Françaises, Français, à l'image de nos athlètes, bougez-vous les miches, vous vivrez plus vieux. Une batterie d'études scientifiques à l'appui, l'incitation à faire de l'exercice pour éviter un cancer ou une maladie cardiovasculaire semble imparable. Alors, si tu tiens à la vie, bouge ou crève. Mais en réalité, on fait peser une lourde charge sur les épaules de l'activité physique, car elle ne détermine pas seule la longévité d'une personne. Lorsque la science se penche précisément sur les facteurs déterminants, ils sont multiples. Et une pratique de l'activité physique ne va pas sans une alimentation saine, un bon sommeil et notamment le fait de limiter, voire éviter, la bibine et le tabac. Surtout, la science comprend que la difficulté à déterminer une cause unique vient probablement d'un principe de causalité inversée. En gros, c'est pas l'exercice qui nous maintient en vie, mais la vie qu'on a qui nous permet de faire plus ou moins d'exercice. Notre génétique, mais aussi la taille de notre portefeuille sont des facteurs qui prédisent le jour et l'heure de notre mort. Et puis, l'activité physique ne compense pas la sédentarité. Il y a quantité d'athlètes sédentaires qui ont une activité physique, voire sportive, très régulière, mais passent entre 9 et 12 heures d'éveil en position assise ou allongée. Sans compter les heures de sommeil. On n'est pas des matous, car nos corps humains ont besoin de bouger souvent dans la mesure de leur capacité.
Donc il n'est pas tant question de faire du vélo, du kung-fu ou de la muscu que de sortir de sa chaise ou bouger dans son fauteuil et le plus souvent possible. Aller chercher un verre d'eau, faire quelques micro-mouvements. Parce que si on n'arrive pas vraiment à prouver que l'activité physique apporte plus de jours à la vie, on sait en revanche qu'elle donne plus de vie au jour. Donc la conclusion est la même, bougez-vous les miches, les cheveux ou les doigts de pied. Eh ben voilà, merci Aurore Vincenti pour ces belles théories. Un dessin de Marie Morel. Un petit dessin de fin en hommage à toutes les personnes du monde de la BD qui s'opposent à la tenue du Festival d'Angoulême. Festival d'Angoulême, du coup, mobilisation des BDistes. On a l'habitude d'écrire l'histoire. Merci Marie Morel. Merci à tous les amis. On se retrouve demain, quand ça, à la même heure, 20h05 précise, et où ça, sur Arte, pour 28 minutes samedi et son club international, bref, ici. Et comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, le comédien Thomas VDB, qui est venu nous raconter tout à l'heure ses plus beaux fiascos et ratages en tout genre. C'est l'occasion de rendre hommage avec Jean-Jacques Goldman à nos actes manqués. Tchuss. À nos actes manqués. À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté.